Bon, c'est quand même dingue de se dire que la moitié de la population mondiale parle aujourd'hui une langue qui descend d'un seul groupe de nomades. Ouais, des nomades de l'âge du bronze en plus. C'est ça, des individus qui se déplaçaient sans cesse au milieu des steppes eurasiennes, et le pire, c'est qu'ils n'ont laissé absolument aucune trace écrite derrière eux. Rien du tout, on n'a aucun texte. Et pourtant, pour comprendre d'où viennent le français, le hindi ou même l'anglais, on ne regarde plus des vieux fragments de poterie brisés en espérant qu'ils nous parlent. Aujourd'hui, on regarde carrément à l'intérieur des cellules de ses ancêtres. Et l'étude qui sert de pilier à notre décryptage d'aujourd'hui, elle accomplit précisément ça. Ce qui est fascinant ici, c'est que la génétique moderne agit vraiment comme une machine à remonter le temps. C'est l'étude de Lazaridis et Reich, c'est bien ça? Celle publiée en 2025? Exactement. C'est une recherche monumentale menée par une vaste équipe internationale. Et honnêtement, la quantité de données est vertigineuse. Genre, combien d'individus on parle? Ils ont analysé l'ADN ancien de 435 individus. Et sur ces totals, il y a 367 génomes qui n'avaient tout simplement jamais été séquencés auparavant. Ah ouais, c'est énorme pour de l'ADN aussi ancien. Ah, c'est une prouesse technique absolue. Pour la période de l'ère néolithique, ça remplace les suppositions par des preuves irréfutables. Ça redessine littéralement la carte de nos origines. Bon, décortiquons tout ça. L'objectif principal de cette recherche, c'est vraiment de résoudre le paradoxe des Yamnaya. Le fameux mystère, oui. Voilà, on a ce peuple qui, vers 3300 avant notre ère, transforme un continent entier. Ils surgissent, ils se répandent partout de manière foudroyante, mais leur point de départ précis, ça restait un mystère total. Jusqu'à maintenant. Exactement. Mais avant de plonger là-dedans, j'ai une question hyper concrète sur la méthode. Comment c'est possible que de l'ADN survive 6000 ans dans la Terre pour être séquencé aujourd'hui avec une telle précision? La dégradation naturelle devrait rendre ça impossible, non? En théorie, oui. Mais la clé, c'est une petite structure anatomique que les chercheurs ciblent en priorité. L'os pétreux. L'os pétreux, c'est où ça? C'est une partie extrêmement dense de l'os temporal, juste à la base du crâne. C'est la zone qui abrite l'oreille interne. En fait, c'est tout simplement l'os le plus dur du corps humain. Ah, waouh! Donc ça fait comme un bouclier? C'est exactement ça. Cette densité exceptionnelle, ça agit comme un coffre-fort naturel. Ça protège l'ADN des bactéries, de l'humidité et des variations de température pendant des millénaires. C'est génial! Ouais, et en extrayant la poudre de cet os, l'équipe a pu récupérer un matériel génétique d'une pureté vraiment inespérée. Et ce que ces gènes révèlent, ce n'est pas un point d'origine unique, mais des gradients. Ce que l'étude appelle des cleans, c'est ça, hein? Tout à fait. En biologie, un clean, c'est une variation continue de caractéristiques génétiques sur un espace géographique donné. J'aime beaucoup l'idée visuelle du clean, en fait. C'est comme observer une palette de peinture. C'est une très bonne analogie. Tu vois, on a du bleu d'un côté, du jaune de l'autre, et au milieu, il n'y a aucune ligne de démarcation franche, juste un dégradé subtil de vert. Et ce qui ressort des données, c'est que ces dégradés humains s'étirent le long des grands fleuves russes et ukrainiens. Oui, l'étude identifie 3 clines majeurs avant l'âge du bronze, le cline de la Volga, le cline du Dnipro et le fameux cline Caucase-Basse-Volga, qu'on va appeler le CLV pour faire plus simple. Et donc, l'ADN prouve que ces rivières n'étaient pas des frontières infranchissables. C'était les véritables autoroutes de l'énéolithique. Absolument. L'image des autoroutes est parfaite. Si on prend le cline de la Volga, par exemple, on voit que les chasseurs-cueilleurs situés en amont se mélangent très progressivement avec les populations de la basse Volga au niveau du site de Berezhnovka. Le flux génétique suit le flux de l'eau, du coup. C'est ça. Le mélange est hyper fluide le long de ces axes fluviaux. Mais attention, la géographie ne fait pas tout. Ah, il y a des exceptions? Ouais, l'étude montre des anomalies fascinantes. Prenons le site de Progress 2, dans le nord du Caucase. Les individus enterrés là-bas brisent complètement la tendance de leurs voisins immédiats. Et viennent d'ailleurs? Génétiquement, ils sont intimement liés aux populations de la basse Volga, qui sont pourtant situées beaucoup plus au nord. Ça prouve l'existence de réseaux de connexion, d'échanges et de mariages à très longue distance. Ces sociétés, elles vivaient pas enfermées dans leur vallée. D'accord. Mais parmi ces 3 clines fluviaux, on sent bien que toute l'attention de l'étude converge vers un seul, le CLV, le Caucase-Basse-Volga. Oui, c'est vraiment le cœur du sujet. Le CLV, c'est le point de bascule de notre histoire. Pourquoi lui en particulier? Parce qu'il matérialise la rencontre de 2 univers totalement distincts. D'un côté, on a des populations du Caucase néolithique liées au site d'Aknachen. Elles portent l'héritage des sociétés agricoles du Sud. Les fermiers, quoi. Voilà.
Et de l'autre côté, on a les populations de la basse Volga, comme celle de Berezhnovka, qui sont des nomades ancrés en les steppes. Et le clean CLV, c'est le résultat direct du mélange de ces deux groupes. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais j'ai un problème fondamental avec la logique de l'étude à ce stade. Ah bon? Lequel? On séquence de l'ADN, on fait des pourcentages de mélange entre des agriculteurs et des nomades, très bien, mais la mission globale de tout ça, c'est de trouver l'origine d'une famille de langues. Oui, les langues indo-européennes. Exactement. Mais comment est-ce qu'on peut légitimement relier des ossements, qui sont totalement muets, à des langues vivantes? C'est un saut déductif qui me paraît immense, non? Ta remarque est complètement légitime. Mais pour franchir ce fossé, l'équipe de chercheurs a utilisé les gènes comme une horloge moléculaire. Une horloge moléculaire, c'est-à-dire? Ils se sont concentrés sur un haplogroupe très précis du chromosome Y qui s'appelle RV166. Le chromosome Y, il se transmet de père en fils. Et à chaque génération, il y a de minuscules mutations aléatoires qui se produisent à un rythme régulier. Donc en comptant ces mutations, on peut remonter le temps. Exactement. Les généticiens agissent comme des horlogers. Ils remontent le fil jusqu'à l'ancêtre commun d'un groupe. Et ce fameux lignage RV166, il sert de balise de suivi chronologique pour cette population du CLV? C'est son rôle exact. Ce marqueur trace parfaitement ce groupe. Et ensuite, les chercheurs ont tout simplement superposé cette chronologie génétique avec la chronologie des divergences linguistiques. Celle que les linguistes étudient depuis des années, en fait. Voilà. Et le truc dingue, c'est que les deux calendriers coïncident parfaitement. L'étude prouve que c'est au sein de cette population précise du CLV, entre 4400 et 4000 avant notre ère, qu'est née la langue mère, le proto-indo-anatolien. Waouh! Donc la source de la rivière linguistique, elle est là, dans ce groupe hybride. Tout à fait. Et c'est à partir de là qu'une grande scission se produit. Ouais. Une branche de ce peuple quitte la région et part vers le sud, vers la Turquie actuelle. C'est ça qui donne naissance aux langues anatoliennes, comme le hittite. C'est ça. Et là, c'est le grand renversement. L'étude vient carrément pulvériser un dogme archéologique vieux d'un siècle. Parce que jusqu'ici, le monde de la linguistique pensait que les ancêtres des Hittites étaient entrés en Anatolie par l'ouest, en traversant les Balkans. C'était la route la plus logique géographiquement. Sauf que les données génétiques disent l'inverse. L'ADN des peuples de l'âge du bronze en Anatolie centrale montre un mélange bien particulier. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve une ascendance venue de Mésopotamie, liée au site de Sayonu, mélangée à l'ascendance des steppes du cline CLV. Mais le point crucial, c'est ce qui manque dans cet ADN. Il manque quoi? On n'y trouve aucune trace, mais alors pas un seul pourcent, d'ascendance des fermiers européens ou des Balkans. Ah oui, c'est imparable. Parce que s'ils avaient traversé les Balkans, une région bourrée d'agriculteurs à l'époque, ils se seraient inévitablement mélangés avec eux en chemin. Exactement. Il est impensable qu'ils aient pu traverser l'Europe de l'Est sans absorber cette signature génétique locale. La migration est donc obligatoirement venue de l'Est. En descendant du Caucase, du coup. Oui, probablement à travers l'Arménie chalcolithique. Et d'ailleurs, l'ADN exhumé sur le site d'Arénie 1, en Arménie, confirme la présence de ces populations de type CLV en plein transit. D'accord, mais je me fais l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Si des peuples entiers, avec leurs chariots, leurs troupeaux, leurs langues, traversent l'Arménie pour s'installer en Turquie, comment on explique l'absence totale de preuves linguistiques de leur passage à l'Est? C'est quand même ça qui faisait douter les linguistes. On ne traverse pas un pays sans laisser un mot ou deux sur son chemin. Si l'on relie ça à la vision d'ensemble de la région à l'époque, l'explication est simple, c'est la démographie. L'étude met en lumière l'impact d'une autre civilisation, la culture de Kuro-Haras. Et elle a fait quoi, cette culture Kuro-Haras? Elle a agi comme un véritable bulldozer démographique. Elle s'est développée massivement juste après le passage de nos migrants anatoliens. En gros, elle a physiquement isolé les locuteurs anatoliens qui partaient vers l'ouest et elle a effacé tous ceux qui étaient restés en Arménie. Le pont derrière eux a littéralement été détruit, quoi. C'est exactement ça. Ça a effacé leurs traces génétiques et linguistiques sur le chemin. Ce barrage oriental explique bien des choses. Mais du coup, que s'est-il passé pour l'autre moitié du groupe CLV, ceux qui sont allés vers l'ouest, vers les plaines d'Europe? Ah, eux, ils ont carrément changé l'histoire du continent. Vers 4000 avant notre ère, ils entament une lente migration vers la région des fleuves Dnipro et Don.
Et ils se mélangent aux chasseurs-cueilleurs locaux, c'est bien ça. Oui, et cette hybridation donne naissance à les cultures de Serenity. Et c'est énorme, parce que ce sont les ancêtres directs des Yamnaya. En lisant cette partie de l'étude, j'ai tout de suite pensé à une start-up de la tech en mode furtif, le fameux stealth mode. Ah oui, pas mal comme comparaison. Bah ouais, pendant 500 ans, entre 4000 et 3500 avant notre ère, ces ancêtres semblent incubés. Ils se mélangent lentement, ils développent leur technologie de rupture, le chariot, la maîtrise du cheval, et personne n'en remarque rien. C'est ça, ils se préparent. Et soudain, bam, c'est le déploiement, une explosion démographique ahurissante. Mais je suis perplexe face à la méthode pour mesurer ça. L'étude parle d'un logiciel qui s'appelle APNLD. Comment un programme peut mesurer l'explosion d'une population il y a 5000 ans juste avec des fragments d'ADN? C'est une technique hyper rigoureuse qui analyse le déséquilibre de liaison. Pour faire simple, disons que l'ADN il est transmis en longs blocs, comme un jeu de cartes. Ok, À chaque nouvelle génération, ce jeu de cartes est battu et redistribué, ce qui fragmente les blocs d'ADN. Si la population est toute petite, les individus partagent un tout petit groupe d'ancêtres. donc les mêmes cartes tournent en boucle. Exactement. Et donc, les blocs d'ADN restent très longs. Et si la population explose d'un coup? Eh bien, le jeu de cartes est soudainement mélangé avec des milliers de nouvelles variations. Les blocs d'héritage commun se brisent très rapidement en de multiples petits fragments. Ah, je comprends. Et le logiciel ABNLD mesure la taille de ces blocs. C'est ça. En observant ces blocs massivement fragmentés chez les Yamnaya, les généticiens ont repéré un boom démographique spectaculaire entre 3642 et 3374 avant notre ère. La start-up sort du mode furtif et inonde le marché mondial. Totalement. L'expansion est tellement foudroyante qu'elle s'étire de la Hongrie jusqu'au Kazakhstan. Mais ce qui est fou, c'est leur homogénéité génétique, non? C'est l'un des points clés. Malgré un territoire gigantesque, la signature génétique Yamnaya reste incroyablement homogène au début. Leur technologie leur a permis de s'étendre sans avoir besoin de s'intégrer massivement aux populations locales. Une domination pareille, ça pose la question de leur organisation interne. Qui dirigeait ce rouleau compresseur? Pour ça, l'étude s'est penchée sur les Kourganes. Oui, ces immenses tertres funéraires laissés au milieu des plaines. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Logiquement, quand on voit un monument de terre géant pour enterrer une poignée de personnes, on se dit que c'est un caveau familial, non? Comme un mausolée de nobles. C'est ce qu'on croyait. Mais l'analyse génétique des squelettes contredit totalement cette idée. L'équipe a utilisé l'analyse IBD, l'identité par descendance, en examinant des segments d'ADN très longs. Pour trouver des frères ou des cousins germains. Exactement. Et les résultats sont tombés, seulement 14,4% des paires d'individus dans un même Kourgan étaient des parents proches. Seulement 14%. C'est super bas pour un caveau familial. C'est très bas. En comparaison, dans les tombes néolithiques britanniques, comme Hazilton Nord, on est à 29% de liens étroits. Là, c'était de vraies dynasties familiales. Donc dans les Kourganes, les gens ne partageaient qu'une lointaine descendance commune. Oui, remontant parfois à plusieurs siècles. Cela soulève une question importante sur leur vision de la parenté et du pouvoir. Le droit d'être enterré là, c'était donc symbolique, pas juste sanguin. Voilà, on intégrait cette élite par affiliation à une confrérie guerrière ou par adhésion à un mythe commun. C'est une conception de l'identité qui va bien au-delà de la famille nucléaire, et ça a sûrement été un moteur clé de leur expansion. Pour résumer ce voyage intellectuel, on est parti des gradients génétiques le long des fleuves russes, on a résolu le mystère des Hittites en Orient, et on avait la naissance des Yamnaya qui ont porté nos langues à travers l'Eurasie. C'est fascinant de voir que de minuscules mouvements de nomades il y a 6000 ans dictent littéralement les mots qu'on utilise aujourd'hui pour raconter cette histoire. C'est le triomphe de la transmission humaine. Et d'ailleurs, j'aimerais clore là-dessus avec une réflexion provocatrice. Puisque ces nomades n'avaient ni ville permanente ni architecture classique, et que ces fameux Kourganes géants n'étaient pas de vraies tombes familiales, Où veux-tu en venir ? eh bien, on peut se demander si ces immenses Kourganes n'étaient pas en réalité la toute première forme de propagande territoriale à l'échelle d'un continent. Pour un peuple en mouvement perpétuel, ériger ça, c'était peut-être une façon d'ancrer artificiellement son identité dans le paysage, une forme d'immortalité culturelle. C'est une hypothèse brillante. Une manière de dire cette terre appartient à notre mythe commun. Exactement. Et le pari est réussi, puisqu'ils ont forcé des archéologues des millénaires plus tard à séquencer leur ADN juste pour percer leurs secrets. Une pensée fascinante à méditer. Merci d'avoir suivi ce décryptage approfondi et à très vite.